Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième FAQ. Salut à tous. FAQ, oui. Pardon. Deuxième FAQ de l'histoire de Moteur Essence, foire aux questions, ouais. Exactement, où vous avez été nombreux à participer et à répondre tout simplement au questionnaire, savoir ce que vous vouliez connaître de notre activité. Merci beaucoup pour la participation. On a fait une petite sélection. Ça a été compliqué de les sélectionner. Puis même, tout est un peu improvisé. On va essayer de répondre aux questions convenablement et on va faire en sorte que ça ne dure pas trop longtemps, justement. Voilà, et au plus grand nombre pour que vous ayez un petit peu des insides de Moteur Essence. Donc, on a changé un petit peu la disposition. Là, vous vous trouvez à l'étage de Moteur Essence. Là, on reçoit les clients, on boit le café, etc. avec vue panoramique. On va vous faire un petit plan de ce qui se trouve derrière nous. C'est par là que tous nos clients passent au moment où ils passent à l'étage, ils boivent un petit café et généralement la discussion commence exactement à cet endroit-là. Ah, pour se faire un petit cadeau de Noël. D'où le sapin, c'est nous vos Pères Noël. C'est parti, on attaque. Alors ça fait un peu, ça donne l'impression d'être un entretien d'embauche. Alors c'est compliqué comme question. Déjà, où est-ce qu'on sera demain? Oui, c'est un peu ça. C'est la question qu'on se pose tous les matins en arrivant au bureau. Voilà, tellement c'est le rush. Mais le plan long terme de Moteur Essence est plutôt cadré aujourd'hui. Effectivement, on a beaucoup de questions relatives au développement de la structure. Donc, dans 10 ans, si vraiment il faut répondre à cette question tout de suite, je pense qu'on va commencer par déjà l'année prochaine, puis dans 2 ans. L'idée de Moteur Essence, c'est effectivement de se développer sur le territoire français en tant que concessionnaire de seconde main de véhicules d'exception. Donc ça, c'est vraiment notre vœu à Pierre et moi et au reste de l'équipe. Et pour ça, on a une stratégie qui se met en place à partir de 2024 sur un premier point d'ouverture dans le sud. Voilà, on avait déjà eu ces questions à l'époque. Beaucoup de gens nous ont demandé de venir dans le sud, etc. Le truc, c'est qu'on ne voulait pas mettre la charrue avant les bœufs. On voulait d'abord structurer notre poste numéro 1. Donc ici, maintenant, ça y est, on a une équipe vraiment compétente, performante. On a des gens, des très bons relais et on est très contents. Et du coup, il est plutôt maintenant temps de regarder l'avenir. Et comme avec Silver, on aime bien l'aventure et qu'on est certainement un petit peu inconscient aussi. Ouais. Voilà, on va essayer de grandir, de faire des nouvelles choses. Exactement. Alors pour ceux qui suivent d'ailleurs souvent les stories, vous pouvez remarquer qu'on est au complet ici et que d'ailleurs l'équipe technique souffre parce qu'on a beaucoup de voitures, beaucoup plus que ce qu'on avait au préalable. Et donc effectivement, en termes de déplacement, etc., de fluidité, c'est plus compliqué. Donc il faut aussi qu'on se développe. On pourrait se contenter, comme le disait Pierre tout à l'heure, peut-être de vivre en fait sur ce que fait déjà Moteur Essence sur les 10 prochaines années. Néanmoins, on a toujours envie d'innover, de développer et de s'appuyer sur ce qu'on a créé pour faire quelque chose de plus grand. Et puis on ressent une vraie demande. Alors on ne donnera pas les endroits parce qu'en plus la vérité c'est que tout n'est pas encore déterminé, mais on ressent une vraie demande de nos clients de province et de leurs amis et de leurs contacts, etc. pour un moteur essence ailleurs, ou 2, ou 3, ou 4. Exactement. Donc on verra bien. Alors ensuite, c'est une croissance qui sera interne, ce seront des filiales de Moteur Essence. On ne va pas franchiser Moteur Essence. Donc en fait, c'est vraiment, voilà, certains entrepreneurs qui nous suivent le savent. Nous, voilà, on a monté un BP pour pouvoir faire entrer potentiellement des gens dans notre entreprise qui ensuite nous aideront en croissance interne à développer des filiales sur le territoire français. Et puis à plus court terme, pour le coup là c'est dans 2-3 mois que ça arrive, on va se développer sur quelque chose de plus tech. Donc ça c'est pareil, on reste un petit peu secret dessus parce que c'est en développement, c'est en phase de test. Mais ce sera quelque chose d'assez novateur en tout cas pour notre domaine. C'est un gros investissement pour nous et c'est pour à la fois faciliter les échanges entre nous et les clients, à la fois rendre ludique la gestion de sa voiture ou ses voitures. Donc voilà, c'est un truc qui sera amusant, prenant, pratique. Voilà, donc on n'en dit pas plus pour l'instant. Exactement, rendez-vous bientôt. Oui, c'est vrai. Oui. Sans aucun doute. Sans aucun doute. Vous savez, au départ quand même de cette aventure, on avait décidé qu'il y avait une porte d'entrée, une zone de livraison, une porte de sortie, un circuit fluide. Ouais. Aujourd'hui, on est complètement bloqué à l'entrée, à la sortie, au milieu. Et effectivement, c'est même désagréable pour certains clients, nous qui sommes assez attachés au parcours l'expérience. Et effectivement, aujourd'hui, quand il y a des voitures qui sont un peu plus tassées, quand on prend livraison et qu'il y a des autos un peu à côté, à droite, à gauche, c'est toujours moins agréable que la fluidité et l'espace. Donc oui, on y travaille et oui, malheureusement, ça prend du temps. Et avant même que les clients s'en plaignent, parce que les clients en vrai s'en plaignent pas, on fait en sorte que l'expérience reste parfaite.
Les premiers à s'en plaindre, c'est notre pauvre équipe SAV qu'on aime tant, mais qui ont un peu plus de boulot à cause de ça, parce qu'il faut manipuler des voitures, bouger, etc. Donc il y a des petits points de friction entre la partie vendeuse et la partie SAV et prépa. Mais bon, c'est le propre d'une société et c'est vrai que c'est pas évident, mais c'est aussi le propre d'une société qui est en développement. C'est des bons problèmes. On essaie de pas trop s'en plaindre, mais c'est vrai que c'est pas évident. Ah, ouais. Ça c'est ma marotte. Ça c'est vraiment, je te jure, c'est un de mes trucs préférés. Si on était payé à chaque fois qu'on répond à cette question. D'ailleurs, McLaren devrait nous payer. Ouais. Je pense qu'on a beaucoup aidé quand même au développement de McLaren, sans déconner, et c'est pas pour se tirer la couverture, mais on les a beaucoup aidés pour de bonnes raisons. En fait, nous, on n'a pas d'action dans aucune des marques qu'on représente. Nous, on est juste des passionnés de caisse qui avons la chance de pouvoir découvrir toutes les voitures qui sont derrière nous. Objectif sur tous nos produits. Donc en fait, on essaye à peu près tout, on vend tout et on a le SAV de tout. Donc en fait, aujourd'hui, on peut facilement dire et tordre le cou au fait que les McLaren ne sont pas fiables. C'est pas vrai. Moteur, boîte, c'est du solide. Électronique peut être un peu capricieuse. Et comme chez n'importe quel constructeur. Mais comme chez Ferrari, quand vous avez votre batterie qui n'a pas tourné depuis 10 jours, enfin votre voiture, du coup, la batterie se met en défaut, vous avez des voyants. Chez McLaren, c'est aussi la batterie et c'est aussi des capteurs qui peuvent être un peu chiants. Dans 99% des cas, vous appuyez sur le bouton Start-Stop, vous redémarrez, c'est terminé. Donc en fait, nous, on aime bien parler vraiment des choses et pas en fait être dans cette espèce de nuage fumant des réputations de marques, de gens qui ne les ont jamais utilisées et jamais achetées. Et surtout, on a vraiment l'expérience au travers du BP dont on parlait juste avant. 50 McLaren par an. On a calculé, alors je crois que c'est 54 ou 55 McLaren qu'on a vendus l'année dernière sur un an. Donc avec des retours d'expérience de 55 clients, avec parfois des petits couacs, des petits trucs électroniques, des choses. Mais bon, on fait le job en SAV ou en prépa au préalable. Mais vraiment en termes de véritables casses, de véritables problèmes. On a eu une boîte de vitesse. On a eu une boîte de vitesse d'une 650 Spider, mais d'un monsieur qui faisait pas mal de pistes avec. 4 moteurs Porsche. Il a fait, oui, voilà. Il faisait pas mal de pistes avec, donc la voiture était très sollicitée. Donc c'est peut-être un petit peu plus logique. Mais en fait, il aurait fait la boîte de sa Ferrari, pareil. Il aurait fait la boîte de sa Porsche, pareil. Et après, c'est un autre problème. C'est et leur problème et leur gestion. Vous pouvez avoir des problèmes avec des voitures si vous avez derrière une équipe compétente ou en tout cas responsable pour pouvoir les gérer. De toute façon, un problème est géré, même si c'est toujours désagréable. Mais c'est vrai, pas pour tirer à boulet rouge sur Porsche notamment, mais quand même, si on repart de la génération 91 GT3 phase 1 avec les casses moteurs systématiques, si on prend les Cayman GT4 première génération avec les casses de boîte systématiques, si on prend les GT3 RS phase 1 avec aussi des casses de boîte, il y en a qu'on en fait plusieurs et ils nous suivent, les 92 GT3 avec une boîte dans le sac, on en a eu une alors que la voiture a 15 000 km. Il y a quand même vraiment pas mal de choses qui du coup vont à contre-courant total de ce qu'on entend sur les marques. Donc effectivement, McLaren est quand même une marque relativement fiable. On a très peu de retours SAV. Et en fait, faites-vous plaisir franchement. Le problème, et c'est ce qu'on dit très souvent à nos clients, le problème il est tout simplement mathématique. Des McLaren en France, il y en a très peu. Il y en a environ 200, 250 des cartes grises de McLaren. Des cartes grises de Porsche, il y en a, je sais pas, 50 000. Donc finalement, quand une Porsche tombe en panne, personne n'en entend parler. C'est sûr, quand il y a une casse moteur ou n'importe quoi, personne n'en entend parler. C'est noyé dans la masse. Alors que quand il y a une McLaren, voilà, ça peut arriver. Un moteur, une boîte, un machin. En fait, tout le monde le sait, toute la communauté est au courant et tout le monde aime bien taper sur McLaren. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, c'est une marque récente. C'est dommage. C'est une marque challengeante et donc les gens, ils aiment bien rester sur leurs acquis. Ils ont souvent peur de la nouveauté. Honnêtement, cette marque, en 10 ans, 12 ans, ce qu'elle a fait en termes de gamme, en termes de qualité de produit, c'est révolutionnaire. C'est exceptionnel. C'est grâce à eux que l'automobile évolue. Nous, on s'éclate avec les McLaren. Voilà, on adore ça. Et nos clients aussi d'ailleurs. Donc la réponse est non. Enfin, ça roule. C'est fiable, une McLaren. Voilà. C'est fiable. Franchement, mais ceux qui nous regardent, si on a cette chance, dès demain, vous pouvez nous déposer votre Bugatti Veyron. Nous, on fait feu. Comme dit préalablement, on est totalement inconscient. Voilà. Donc voilà, venez avec votre Bugatti et on fera un deal. Il n'y a pas de problème. Donc, on n'a juste pas eu l'occasion. Nous, c'est un peu le commerce, c'est un peu au jour le jour. C'est en fonction des opportunités, en fonction des choses. Et c'est vrai qu'à aucun moment, on s'est dit tiens, aujourd'hui, on va acheter une Bugatti. Non. Alors déjà, il faut la trésor. Oui, il faut la trésor. Ça n'a jamais été une volonté complète d'acheter une Bugatti. Les fois où on a fait des gros achats, on est plutôt allé chercher des choses extrêmement pointues, comme un Speedster Aston Martin ou une 599 SA Aperta. D'ailleurs, vous pouvez aller regarder les vidéos de ces deux voitures. Voilà, c'est peut-être notre côté un peu journalistique, un peu trop passionné. On a toujours fait des choix ultra pointus.
Et on n'est jamais allé chez Bugatti, peut-être un jour. Mais c'est un fantasme comme d'autres, hein, évidemment. C'est quand même un graal absolu aujourd'hui dans ce qui se fait dans l'automobile moderne. On serait ravis d'en avoir une. On était à 2 doigts et ça se fera peut-être de valider une Veyron. Un client nous a demandé une voiture prochainement, peut-être. Une Chiron. Là, je fais une longue pause. Regardez-moi droit dans les yeux. Les gars, il va falloir déclencher parce que franchement, on n'a qu'une vie. Donc voilà, ça, c'est un message personnel pour des clients à nous. Pour des clients qui hésitent, qui ont peur peut-être du regard des gens, de l'utilisation qu'ils vont en faire parce que c'est quand même des sommes colossales et on roule pas seulement dans une automobile, on roule dans un mythe, dans une icône, ça transporte plus qu'une voiture, ça transporte une idée d'une certaine réussite, d'un certain montant, etc. Donc c'est vrai qu'il faut pouvoir l'assumer, on est quand même en France et parfois ça a de très bons côtés, parfois ça en a des un peu plus mauvais. Ça serait bien que ces gens-là d'ailleurs cassent ces images et assument complètement et on se ferait tous beaucoup plus plaisir et il y en aurait du coup plus souvent en bas dans le local. Oui, mais on ne mentionnera pas leur nom, mais oui, on a eu quelques célébrités. Alors on a ça dépend ce qu'on appelle célébrité. Ça dépend ce qu'on appelle célébrité. Si c'est du star de cinéma, non, et pourtant on adore le ciné. Hein. Franchement, vraiment, on est prêt à faire le show, tout ce qu'il faut, hein, à prendre une pièce de théâtre même. Moi, ça me ferait vraiment plaisir parce que personnellement, j'adore le cinéma. Je pense que Pierre aussi. Et on a souvent des discussions à table, sur la table qui est juste à côté, où on déjeune à peu près tous les midis. On parle ciné, on parle série. Voilà, on adore ça. Je pense que les acteurs, en tout cas si on parle de célébrité pour les acteurs, ils ont une image qui aujourd'hui, peut-être, ils n'assumeraient pas de rouler en voiture de sport bien qu'ils les aiment. Et ça, encore une fois, c'est dommage. J'aimerais bien que des gens tordent le cou un peu à tout ça parce que bon, mais bon, c'est de la politique après. Mais quelques sportifs, quelques grands entrepreneurs aussi, principalement. Des gens qui ont fait des grandes études ou qui ont des parcours complètement atypiques et incroyables. C'est aussi d'ailleurs la chance qu'on a dans ce métier, c'est qu'on rencontre des gens de tous horizons. À la fois des petits chefs d'entreprise, artisans qui ont cassé la tirelire, qui achètent des voitures à 100, 110, 120 000 euros, pour qui c'est le rêve de gosse, c'est grâce à ça, ça a été leur moteur toute leur vie. Et en même temps, on a des gens qui gagnent énormément d'argent, des très grands chefs d'entreprise, mais pour qui ça a aussi été un moteur. Et ça, c'est à chaque fois des parcours très différents, mais par contre, la passion est la même, peu importe le montant de la voiture. Du coup, c'est vachement enrichissant, on fait des très belles rencontres, on est super content de connaître tous ces gens-là. On a des clients qui ont mis plus d'argent dans leur voiture que dans de l'immobilier, par exemple. Voilà, par exemple, hein, au lieu d'acheter une maison à 500 ou 800 000 euros, ils ont mis 800 000 euros dans une voiture, ce qui peut être complètement hallucinant, mais qui témoigne de la passion de ces gens de tous les milieux. C'est viscéral et c'est souvent une passion qui est née dans leur enfance, vraiment. C'est dingue parce qu'à chaque fois, on essaie de parler un peu de la vie des clients parce qu'on est en plus curieux et qu'on apprécie faire un appel du pied aux pilotes. Pilote de F1, là Alors, on n'a pas de pilote de F1, c'est vrai que les pilotes de F1 on adore ça, bordel. Sont les bienvenus chez nous, on les suit, on les regarde, on les adore, mais ils ne sont pas venus ici. Voilà. Bientôt peut-être. On est généreux avec nos clients, oui, c'est sûr, évidemment. Il y a des cadeaux, il y a un pack complet pour la voiture, évidemment, avec la traditionnelle bouteille de champagne, des petits cadeaux personnalisés. Par exemple, en ce moment, c'est Noël, ça nous aura pas échappé. Il y a des petites boules de Noël personnalisées avec moteur essence, etc. On a de temps en temps des petites idées, parfois en fonction de l'ancienneté du client chez nous aussi. On choisit des choses qui leur sont plus ou moins appropriés en fonction de leur passion, de ce qu'ils aiment, de leurs affinités, de leur histoire aussi. Donc voilà, on cherche toujours des petites innovations. Et puis là, on a, pour ceux qui nous suivent assidûment, on a développé un porte-clés bijoux dernièrement en collaboration avec la marque Achilles, qui est un joaillier assez connu de la place de Paris et du monde d'ailleurs. Et on est très fiers de ce porte-clés. On bosse aussi on livre à chaque fois chaque voiture avec du champagne. Donc on a notre partenaire Jeeper. Et effectivement, on essaie d'avoir des petites attentions. Alors si derrière vous entendez un petit bruit, c'est que les équipes travaillent. Il peut même y avoir des clients qui passent derrière. L'aspirateur est en train de tourner. On est en pleine activité, mais voilà, oui, on essaie d'amener des petits goodies. Vous savez, on a un sac de livraison, on a une pochette spéciale, on a développé tout ça avec Chloé, notre responsable marketing et communication. Et donc, effectivement, on essaie d'amener quelque chose de plus pour appartenir aussi à la marque qui est Moteur Essence. Alors, investir directement, non. Après, par le biais de notre prochaine levée de fonds
un family office ou un fonds d'investissement peut effectivement investir chez Moteur Essence pour une augmentation de capital. Voilà. Donc après, il y a des private equity, il y a plein de manières en fait d'investir. Chez nous, en tout cas, ce qui va se passer chez nous, ce sera ça. Une vente de parts, une augmentation de capital. C'est potentiellement en cours de discussion. Donc voilà, pour l'instant, c'est au stade de projet, mais c'est quand même bien avancé. Donc après, il est temps. Exactement, il est temps. Et après, sur cette logique d'investissement, en fait, sous-jacente la question, est-ce que du coup on met des billes, on attend que les voitures montent et on les revend? Aujourd'hui, il faut quand même savoir qu'on est dans un marché qui est un peu plus attentiste, des valeurs qui sont plus stagnantes. Et donc aujourd'hui, il y a des voitures qui ont énormément monté, qui n'étaient pas forcément justifiées d'une telle hausse, puisque en fait toutes les autos ont monté, bien qu'elles soient certaines en série limitée et d'autres pas. Donc effectivement, pour la question de quelle est la voiture qui est surcotée, c'est général, une voiture qui n'est pas en série limitée, qui n'a pas de motorisation ou d'édition spécifique et qui se vend plus cher pour quelques stickers par exemple. Et puis surtout, quand tu parles de série limitée, on parle de vraie série limitée, on ne parle pas de voitures limitées à 2500 ou 3000, 3500 voitures. Ça pour nous… Une série avec 3 stickers, le même moteur. Pour nous, ce ne sont pas des séries limitées. Une vraie série limitée, c'est à peu près en dessous de 1000 exemplaires et surtout… ce qui est des changements intrinsèques. Voilà, ce qui est aujourd'hui le plus recherché, c'est les changements intrinsèques, c'est des vraies motorisations, des choses qui sortent complètement de la gamme habituelle du véhicule. C'est pour ça qu'il y a vraiment des vocabulaires qui sont employés pas du tout à bon escient, généralement par le marketing des constructeurs. On va encore, excusez-moi, je vais encore parler de Porsche, mais pour le coup, pour moi, quelqu'un qui achète une 911 héritage, design, édition ou Le Mans ou machin, et en fait c'est exactement la même voiture à 3 détails avec une peinture, 2 stickers et un logo doré, et qui veut gagner 100 000 € de plus que ce qu'il a payé parce qu'il estime avoir une série très rare. Là, pour moi, c'est se fourvoyer. Voilà. Ouais. Mais bon, ça, c'est des voitures qui parfois, il y a des voitures de gamme plus moyennes qui sont tirées vers le haut par des gammes exceptionnelles, limitées, etc. Notamment chez Ferrari. C'est normal, c'est un effet de marché, c'est mathématique, c'est tout à fait normal. Mais par contre, il faut quand même être très attentif à ça, parce que le jour où ça redescend, où ça se calme et tout ça, il ne faut juste pas s'étonner. Exemple de l'Italia avec une spéciale qui se vend 400 000 €. Exactement. Et l'Italia qui suit le trend à la moitié du tarif, mais quand même, on trouvait des Italia effectivement à 130 140 000 € au début de notre activité. Aujourd'hui, compliqué d'en trouver une à moins de 170, 180, même avec des kilomètres. Donc il y a beaucoup de voitures surcotées. C'est compliqué de pointer du doigt telle ou telle voiture. Il faut venir chez nous. C'est un marché global. On en parlera plus en détail. On va pas donner toutes les clés tout de suite, quand même. Ouais, c'est clair. Dis donc. C'est intéressant. C'est la continuité de la précédente question, c'est vrai. Alors l'évolution, on n'a pas la boule de cristal, mais en tout cas, ce qu'on peut faire, c'est tirer un petit peu des lignes. En gros, vous avez un malus qui en France augmente. Donc effectivement, le malus va passer à 60 000 €. Il va y avoir un malus sur le poids et du coup, la vente de voitures neuves risque d'être impactée et du coup, de ce fait, tirer la vente de voitures d'occasion puisqu'elles ne seront pas impactées de la même manière effectivement par les malus. Et deuxième élément, l'allongement des délais de livraison chez la plupart des constructeurs font que le marché de l'occasion se porte plutôt bien. Après, on a quand même une tendance économique qui est aujourd'hui un petit peu plus complexe que ce qu'elle a été en sortie de Covid. Et donc, je pense que tout ça fait que le marché sera stable. Et ce qui est déjà une excellente chose quand vous posez 300 000 € et qu'au final, 2 ans plus tard, si vous n'avez pas roulé 30 000 ou même 20 000 km, vous retrouvez à peu près la même chose. On ne considère pas, en tout cas, l'augmentation du malus comme une opportunité. On ne surfe pas là-dessus. Parfois, on a des clients ces derniers temps, depuis 6 mois, qui nous disent « Oui, mais ma voiture, je vais attendre janvier pour la vendre parce qu'elle va monter à cause du malus, etc. » Franchement, non, on ne pense pas. Peut-être que ça portera, comme le disait Silver, un petit peu le marché, mais nous, on ne joue pas là-dessus. Nous, on est marchand. Notre métier, ce n'est pas spéculateur. C'est d'acheter correctement, de vendre correctement dans un laps de temps le plus court possible et de correctement conseiller nos clients qui, effectivement, nous demandent souvent nous pose souvent cette question. Évidemment, on a toujours envie de faire, non pas un bon investissement, mais pas de se planter. On ne veut pas perdre de l'argent, pas trop d'argent sur les véhicules. Mais déjà, c'est exceptionnel. On a un marché sur les véhicules d'occasion, de prestige. On a un marché où, en gros, quand vous achetez une voiture à 200 000 €, un an plus tard, vous allez potentiellement pas perdre. Ou si vous perdez peut-être 20 000 €, 10% de votre investissement. Je pense qu'il faut… C'est très raisonnable. Puis surtout, il faut prendre du recul. Je pense qu'il faut prendre de la distance avec…
c'est bizarre de dire ça, la société de consommation, entre guillemets, même si nous, on vend des produits de consommation, il faut en prendre de la distance, il faut savoir se faire plaisir. Je pense que les gens qui s'adressent à nous, c'est des gens qui ont quand même réussi leur vie, qui ont réussi à gagner de l'argent dans autre chose que l'automobile et qui, par force de travail, peuvent se le permettre. S'ils peuvent se le permettre, même une légère décote ne changera pas leur vie. Il faut quand même, à un moment, réaliser sa passion. On a beaucoup trop de clients qui achètent des autos et qui ont le stress que la voiture perde 1 euro et du coup, ils ne les utilisent pas du tout. Ils les laissent au garage, ils les revendent pour éviter de perdre. Enfin, ça devient un peu malheureux, quoi. Et donc, du coup, aujourd'hui, moi, j'aimerais insister sur le fait que c'est très con ce que je vais dire, mais il peut arriver plein de choses dans la vie. On peut du jour au lendemain tomber malade et pas vivre certaines choses. Pour ceux qui ont toujours rêvé d'automobile et qui ne se sont jamais permis ou offert le luxe de le faire, sachez que ça ne vous coûtera pas les yeux de la tête, que même s'il y a une décote, elle ne sera pas stratosphérique et surtout, vous en aurez profité. Et c'est ça qui compte dans la vie, c'est quand même profiter. Voilà. C'est un truc, ça me fait penser à un moment, à la période du Covid. C'est vrai qu'il y a eu un effet de panique un peu, de prise de conscience. Il y a beaucoup de gens qui se disaient « Ah, on peut mourir demain, etc. » Ça a un peu disparu du marché actuellement. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de clients nous dire « Ouais, attends, j'ai quelqu'un qui est tombé malade, truc machin. » C'est malheureux, mais justement… Voilà, quand on en a les moyens, qu'on a une passion aussi, parce que ce n'est pas donné à tous d'avoir une passion. Il y a des gens qui n'ont pas spécialement de passion et qui vivotent, ils sont heureux, ils ont des amis, il n'y a pas de problème. Mais voilà, avoir une passion, pouvoir l'assouvir, il ne faut pas se créer des faux problèmes. Ouais, il faut se faire plaisir. Alors évidemment, vous dites, on ne va pas dire le contraire. Mais nous-mêmes, on s'applique ça. On s'applique exactement ça. Nous-mêmes sommes passionnés de certaines choses. Et ça se retrouve dans nos choix de voiture aussi. Dans nos choix de voiture et de plein d'autres choses. On est parfois des têtes brûlées dans nos vies perso. On ne vous donnera pas plus de détails. Mais on a des passions. L'automobile en premier, on en a d'autres. Et on est complètement tête brûlée sur des choses. Et franchement, on se dit, voilà, on n'a qu'une vie, il faut se faire plaisir, il faut écouter ses passions, ses envies. Et quand on peut, faut y aller, quoi. C'est pas grave. Alors, on l'a déjà dit avant, il faut être d'abord inconscient. Voilà, il faut être complètement inconscient. Ah, franchement, il n'y a pas de… Honnêtement, il n'y a pas de… Comment on peut dire ? De ligne à suivre, il n'y a pas de recette. Non, exactement. Il n'y a pas de recette. C'est pour ça que tu es là, Pierre. Tu me complètes, Pierre, c'est beau. Il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de… En gros, il n'y a pas de ligne à suivre. Il faut y aller au feeling. Il faut d'abord… Vraiment, il faut d'abord… Et je ne dis pas ça, ce n'est pas du storytelling. Il faut d'abord être vraiment passionné. Nous, on a beaucoup de clients à qui on donne nos chiffres. D'ailleurs, nos chiffres sont visibles sur Internet. Tout est disponible. Les mecs, ils sont toujours sur le cul. Voilà, on a beaucoup de clients comme on l'a dit juste avant. On a des clients qui sont des grands chefs d'entreprise, des marchands, des gens qui gagnent très bien leur vie. Quand ils regardent nos chiffres, quand on en parle, ils disent « Ok les gars, heureusement que vous êtes passionnés ». Et c'est vrai, vraiment, en fait, c'est vrai. On se plaint évidemment pas, mais il y a le ratio investissement-marge. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Moteur Essence a… Et temps passé aussi. Et temps passé, évidemment. Ouais. Donc, Moteur Essence est ouvert 6 sur 7. On gère tout un tas de choses avec notamment les banques, etc. C'est 10 millions d'euros de stock. C'est 450 voitures vendues par an. C'est 100 millions d'euros de chiffre d'affaires pour un résultat net qui est un EBITDA très faible, qui est aux alentours de 3%. Qui est quand même important pour un milieu automobile et pour une société qui a 6 ans, mais c'est quand même vraiment beaucoup de risques, beaucoup d'investissements pour un résultat par rapport au chiffre d'affaires qui est vraiment à la marge. Beaucoup de stress, énormément de pression et ça peut paraître hallucinant, mais parfois, Sylvain et moi, on est dans des situations où même on a du mal à… Ils vont même pas nous croire, je pense. On a du mal à respirer, quoi. Voilà, on fait le constat, on se dit alors ça, on a ça en stock, il y a cet argent qui arrive, il faut qu'on sorte cet argent pour acheter telle voiture. Et en fait, on se regarde et on est tous les deux presque en apnée parce qu'on se dit ok, ça va être une semaine tendue, ça va être compliqué. Il faut avoir une rigueur professionnelle. Je pense que voilà, il faut être profondément convaincu qu'on veut faire les choses bien et qu'on veut les faire du mieux possible. Il faut s'efforcer de le faire. Donc il faut être évidemment, comme l'a dit Pierre en premier, on va essayer de faire du coup quand même une recette passionné d'automobile extrêmement pointue. Il ne faut pas faire ça pour juste gagner de l'argent parce que sinon on le fera mal, on achètera des mauvaises voitures. On achètera de mauvaises voitures parce qu'on va absolument privilégier la marge, etc. Et en fait, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. 2, effectivement, il faut être très très attentif et je pense sur la qualité de ce qu'on vend et sur la qualité de présentation et sur la qualité d'élocution et la manière dont on s'adresse aux clients. Et ensuite, il faut de la trésor quand même si on est parti, nous, d'à peu près rien. Je pense quand même qu'aujourd'hui, si on veut arriver à faire quelque chose de correct, puisqu'on a 80% du temps des reprises, il faut quand même de l'argent. Mais surtout, en fait, la question sur le marché
et cette question-là sont corrélées parce que quand tu dis trésor, nous, on s'est lancé avec 150, grosso modo 140-150 000 euros, c'était toutes nos économies. Et à l'époque, à 140 000 euros, on pouvait acheter une 458 Italia. C'était d'ailleurs notre premier stock, on vous l'a dit dans une précédente vidéo. Aujourd'hui, quand on se lance dans un marché dont les cotes ont explosé ces dernières années, mais en fait, il faut forcément beaucoup plus d'argent que nous quand on s'est lancé. Et sachant qu'aujourd'hui, on constate depuis un an et demi, que la plupart de nos clients viennent chez nous, non pas pour faire un achat sec, c'est-à-dire sans reprise. 90% du temps ici, on a des clients qui veulent qu'on leur fasse une reprise. Un achat. Donc, même. Quand on a un dépôt-vente, on se dit c'est cool, je vais rentrer un dépôt-vente sans sortir de trésorerie et si je la vends, je vais juste gagner ma marge et c'est terminé, j'ai gagné mon argent et au revoir. En fait, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Quand on rentre un dépôt-vente, 90% du temps, on a une reprise et du coup, il faut sortir l'argent de la reprise. Et du coup, c'est une sorte de fuite en avant. Et il faut en avoir cette capacité. Malheureusement, c'est vrai que c'est un métier de trésorerie. Et si on n'a pas de trésorerie, bah, ça ne peut pas fonctionner. Et même en tout cas, vous allez vous fermer énormément de portes. Et puis, il faut avoir aussi effectivement un carnet client. Il faut rencontrer des gens. Il faut que ces gens aient confiance en vous. Il faut que vous prouviez que vous êtes digne de cette confiance, etc., etc., etc. Donc, voilà, c'est plein d'ingrédients, je pense, de tout chef d'entreprise qui nous regarde d'ailleurs. Je pense que ça passe par là. Mais je ne veux pas finir sur un truc négatif. Il ne faut pas avoir peur de se lancer malgré tout. L'entrepreneuriat, c'est une super aventure. Avec des échecs aussi. C'est complètement dingue. C'est hyper enrichissant. Donc, si on s'en sent capable, si effectivement on a un petit peu de trésorerie, parce que malheureusement, ce métier sans trésorerie, c'est pas possible, et ben, faut se lancer. Et puis, il faut bien s'entourer aussi. Le plus rigoureux. Et puis voilà. Il faut bien s'entourer. Il faut avoir un bon banquier. Il faut avoir des employés en qui vous pouvez avoir confiance et qui sont capables de prendre le relais quand vous n'êtes pas là. Il faut avoir. Voilà, c'est pas que nous, c'est toute une équipe et c'est ce qui permet de pousser vers le haut. Donc, c'est tout un ensemble de choses. Je pense que si on pouvait tirer une leçon, c'est avoir du bon sens et vraiment avoir du bon sens, voilà, du raisonnement et les idées claires. Alors, moi, perso, le choix est vite fait. Je pense qu'on va faire le même choix, carrière GT, même sans te déconner. Même si, en fait, les deux, alors ça, la réponse facile, ça va être un peu les deux, une pour le week-end, une pour la semaine. Et en plus, c'est vrai, une 918. Il faudrait que tu aies 3 millions au lieu d'avoir un 5. Alors, ça, quand même, ça commence à. Une 918, c'est presque trop facile. Par contre, c'est tout le savoir-faire de Porsche, l'aboutissement de toutes les technologies, etc. Donc pour ça, elle est remarquable, elle est géniale. Ça n'a pas vieilli, ça a déjà 10 ans. Et quand tu la vois, c'est toujours un ovni, le truc, c'est hallucinant. Mais Carrera GT, c'est une légende. En fait, moi, je vais expliquer ça comme ça. Aujourd'hui, ce que vous avez dans une 918, vous pouvez quelque part un peu le retrouver dans la gamme moderne de Porsche pour beaucoup moins cher, sans en avoir le look. Évidemment, puisque la 918, c'est un avion, c'est un ovni. Par contre, ce que vous avez dans une Carrera GT, vous le retrouverez nulle part. Nulle part. Chez Porsche ou chez n'importe qui d'autre d'ailleurs. En tout cas, chez Porsche, vous aurez nulle part un V10 Atmo associé à une boîte méca en position centrale arrière avec cette ligne. Châssis carbone. Donc, quoi qu'il arrive, cette voiture, elle est hors norme dans la galaxie Porsche. Et la 918, elle s'y inscrit plus, un peu comme était la 959. Donc, je trouve dans un cadre un petit peu moins fou et beaucoup plus laboratoire techno. Et donc, du coup, moi, mon choix, c'est plutôt les trucs un peu tarés, un peu débiles, un peu fous. Et cette Carrera GT l'est complètement. Et pour avoir conduit les deux, c'est vrai que la 918, on s'y sent très vite à son aise et c'est une machine utilisable, polyvalente. La Carrera GT, on se fait un peu dessus. On hésite, on appréhende, on la découvre, on s'éduque ensemble. Enfin, je sais pas, il y a tout un processus qui est ouf. Une Carrera GT, on s'en lasse, je pense absolument jamais. Même les propriétaires de Carrera GT qui les ont depuis 10 ans, 15 ans, à chaque fois qu'ils la démarrent, ils ont une sorte d'appréhension. Voilà, c'est une excitation intense. Sa complexité peut être un frein. Oui. Il y en a qui se disent vas-y, c'est trop compliqué, je la roule pas. C'est sûr que c'est pas évident à conduire. Aussi. Avec l'embrayage qui est si spécifique, la première, faut vraiment connaître la voiture, faut apprendre à la connaître. Il n'y a pas d'aide, il y a juste un ABS, ça peut être un peu dangereux. Après, toutes les voitures sont dangereuses, même une Clio, quand elle est entre les mains d'un inconscient, c'est dangereux. Donc, parfois, on a des clients qui viennent ici et qui enfoncent un peu la porte ouverte. Une Carrera GT, c'est une faiseuse de veuve. C'est une faiseuse de veuve si le mec qui est dedans fait n'importe quoi. Moi, j'ai déjà roulé en Carrera GT en étant très raisonnable et ça se passe bien. Il n'y a pas de problème. Après, pour le coût d'entretien… coût d'entretien, en fait, 918, on a les deux. Ça dépend où tu vas. Alors, ça dépend
et encore une fois, on va se faire des potes, mais effectivement, les centres Porsche en France ont tendance à avoir la main un petit peu lourde. À gratiner comme il faut. Sur les coûts horaires et la main-d'œuvre qualifiée pour Carrera GT, ce qu'on ne retrouve pas généralement en Allemagne. Et donc, effectivement, il y a des grosses différences. Donc, si vous faites un devis d'entretien pour une Carrera GT en France, en fonction des opérations, donc descente du moteur, remplacement des bougies, potentiellement l'embrayage, vous pouvez aller jusqu'à 50 000 €. Effectivement, par contre, si vous faites ça, nous on l'a déjà fait du coup avec des coûts d'entretien raisonnables et on avait des devis au préalable. Généralement, un coût d'entretien annuel sur une Carrera GT, ça sera 4-5 000 €. Et si vous avez une grosse opération, vous montez à 15-20 000 €. Basta. Et sur une 918, on a déjà eu le cas de figure et on va dire qu'on est 30% moins cher que sur une Carrera GT. En fait, le gros danger sur ces voitures, ce n'est pas les coûts d'entretien, c'est les coûts des pièces. Voilà. Si vous cassez un truc sur une Carrera GT, un fond plat, le prix, c'est, je ne vais pas dire une bêtise, mais c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros. Vraiment, même, c'est monstrueux. Donc, les pièces augmentent. Voilà, et ils jouent sur la rareté, sur l'ancienneté de la voiture. Je sais que les pièces des Carrera GT, leurs coûts ont été multipliés par 2 ou 3 sur les 10 dernières années. Donc, c'est énorme, alors qu'évidemment, le coût de fabrication est exactement le même chez Porsche, mais bravo, ils savent faire de l'argent. Et donc, voilà, là-dessus, sur une Carrera GT, je pense que c'est bien plus élevé qu'une 918. Mais bon, heureusement, on n'a jamais eu le cas de figure, on n'a jamais eu de voiture accidentée ou de pièces cassées. Mais il faut être prudent là-dessus. Ouais, après, voilà, il y a toujours des pièces, on peut entretenir les deux autos. Et voilà, une Carrera GT, en gros, je pense que voilà, dans les bonnes adresses, c'est 5-10 000 par an. Et une 918, ce sera plutôt entre 3 et 7. Voilà. Et Calderon, il veut investir à énerver chez nous, je pense. Après, les enjeux, de trésor, on a déjà un peu répondu. On en a un peu parlé tout à l'heure. Après, on en a un peu parlé, on peut faire très vite. C'est le nerf de la guerre. Voilà. En gros, si vous n'avez pas de trésor, vous ne pouvez pas acheter de voiture. Si vous n'avez pas de trésor, vous ne pouvez pas reprendre de voiture. Et si vous n'avez pas de trésor, vous ne pouvez pas rechercher une voiture pour un client. Donc, dans ces 3 cas de figure, vous ne faites pas de business si vous n'avez pas de trésor. Donc, quel est l'enjeu de la trésor? L'enjeu est total. Et les tensions de trésor sont maximales, puisque en fait, c'est sans arrêt. L'argent qui rentre est redépensé. L'argent dépensé revient, il est redépensé. Et ça s'accumule. Il faut être très vigilant. C'est très compliqué. Comme le disait Pierre tout à l'heure, au niveau de la fuite en avant, effectivement, où même sur des dépôts-ventes, on doit racheter des voitures. Il faut sans arrêt sortir de la trésor pour potentiellement gagner de l'argent une fois que vous avez vendu cette voiture. Mais s'il y a une reprise sur cette voiture que vous avez vendue, il faut attendre que la nouvelle reprise soit vendue, etc., jusqu'à qu'on arrive à plus de reprise du tout. Et parfois, ça peut prendre 1 an. Donc, c'est très complexe. C'est un métier de trésorerie, comme on le disait dans une précédente question. Et si vous n'en avez pas, malheureusement, c'est compliqué, c'est le nerf de la guerre. Et comme l'expliquait Silver, c'est une fuite en avant, mais pas que sur un seul deal. Ça peut être une fuite en avant sur 5, 6, 7 voitures. Parfois, il nous arrive de vendre une voiture et on se dit « Ah, tiens, ça y est, on l'a vendue sans reprise. C'est la fin d'un cycle de 6 ou 7 voitures. » Et la première de ces voitures, c'était un dépôt-vente. Donc, en fait, l'argent de la reprise de ce dépôt-vente, on le récupère au bout de 6 ou 7 voitures. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est après 6 ou 7 marges, si on a bien travaillé. Mais en fait, il faut avoir les reins assez solides pendant ces 6 ou 7 voitures. Et on s'aperçoit au bout de 6 ans qu'il n'y en aura jamais assez. En gros, presque. Il y en a, malheureusement, il y en a. Ça dépend de la gamme. Si on commence à acheter une Ferrari. Avec notre gamme, avec notre évolution de chiffre d'affaires et de turnover, et avec aussi l'évolution des prix de voitures, du panier moyen, on peut constater et dire concrètement aujourd'hui qu'il n'y en a absolument jamais assez. Jamais, jamais, jamais. Alors, beaucoup. Ouais. Chloé est en train de nous programmer tout ça. Beau planning. Un beau planning avec plein de dates. Et vous pourrez nous retrouver notamment au 500 Ferrari contre le cancer. Ensuite, on a des événements internes qui sont des rallyes et des journées pistes auxquelles nos clients sont conviés. Mais sur des événements ouverts à tout le monde, effectivement, on réfléchit à aller peut-être à Chantilly. Voilà, il y a diverses opportunités qui se préparent. Mais on préparera un planning, je pense, un calendrier. Après, ponctuellement, on est aussi invité de temps en temps à des événements. D'ailleurs, ceux qui nous regardent, s'ils organisent des événements, même en province, en région parisienne, il ne faut pas qu'ils hésitent à nous envoyer leur prospectus, parce que même si nous, on n'a pas le temps, très souvent, on envoie des rassemblements, Gabriel ou Théo, que ce soit dans l'est de la France ou dans le nord, ou peu importe où d'ailleurs. De temps en temps, on se chauffe et on se dit, tiens, pourquoi pas. Et ça tombe sur un week-end où l'un d'entre nous ou 2 d'entre nous sont disponibles. Et voilà, il ne faut pas hésiter, mais en tout cas, on communiquera comme on a l'habitude de le faire sur nos réseaux sociaux, sur le planning, sur nos différents événements. Et puis voilà, il y en a plein. Ouais, et puis ici, finalement, ça devient presque une tendance. On aime bien
une fois par an, en période de fin d'année, trouver un univers, une soirée, quelque chose de différent qui permettent d'exploiter en plus le local qui s'y prête plutôt bien. Et donc voilà, c'est aussi généralement réservé à nos clients. Mais voilà, on essaie d'innover et de proposer des choses un peu différentes. La voiture la plus chère, c'est la F40. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un peu plus de 6 mois, une Ferrari F40 qui était exceptionnelle, incroyable, quasiment 3 millions d'euros. Voilà. Après, on avait vendu une LaFerrari, on a vendu plusieurs 918 Spider. Alors la LaFerrari, on l'a vendue à l'époque où ça valait 2,3 millions, 2,4 millions. Maintenant, ça vaut beaucoup plus. Des cars AGT, on en a vendu énormément, entre 850 et 1,3 million. 1,4 million. Voilà. Après, on a eu aussi une Enzo et on a eu une Pagani. Et ces deux autos-là étaient toujours à peu près sur la barre des 3 millions. Donc aujourd'hui, on n'a pas dépassé ce seuil. On n'a pas dépassé les 3 millions. Voilà, pas encore. Un jour peut-être. Oui, Bugatti. Alors pour moi, c'est un petit peu antinomique. Mais c'est un autre plaisir. Du coup, j'entends Pierre qui va venir. Je te laisse. Non, mais c'est pas du tout le même plaisir. C'est vrai que c'est pas des grands plaisirs mécaniques. C'est pas des grands plaisirs de pilotage, ça c'est sûr. Par contre, pour ceux qui ont du plaisir à rouler dans des voitures qui sont atypiques, hors normes, il y a des 4x4 qui sont atypiques et hors normes. Nomme-le, Pierre, vas-y. Non, mais allez, mais vas-y. Il y a les Urus, les Classe G. Moi, personnellement, je l'ai d'ailleurs préalablement dit dans d'autres vidéos. J'aime beaucoup le Classe G, un G63. Je trouve que c'est presque un art de vivre. C'est une autre manière de conduire. C'est beau. T'es un gangster, putain. Non, mais c'est même pas forcément. C'est même pas forcément mauvais genre. Il y a évidemment des configs qui font mauvais genre, mais c'est pas une voiture. C'est un petit côté bad boy quand même. C'est un côté bad boy, mais il n'y a pas forcément. Mais il faut l'assumer. Il ne faut pas être mafieux pour rouler en Classe G. Non, mais il faut l'assumer, Pierre. La plupart des clients qui nous ont acheté des Classe G, c'est côté bad boy, c'est ton truc, Pierre. C'est comme ça. Mais moi, j'aime beaucoup ces voitures-là parce que. Avec ta Kalachnikov. Un Urus, c'est plus un SUV sportif. Donc peut-être que là, il y aura un peu plus de plaisir de conduite, peut-être. Moi, j'ai pas grand plaisir à rouler vite en 4x4. Ouais. Au contraire, je trouve que le Classe G, c'est quelque chose qui fait pas semblant. Nous, ici, on aime bien les voitures qui font pas semblant. Ouais, moi, je trouve qu'on s'emmerde un peu en SUV. Mais justement, c'est fait pour s'emmerder, mais tu t'emmerdes avec un look spécifique. Et moi, dans un Classe G, je suis toujours à la limitation de vitesse. Je suis tranquille. Je mets évidemment l'échappement sport. Et vraiment, c'est une autre façon de conduire. Donc, c'est un autre plaisir. Je ne crois pas un traître mot de ce qu'il dit cet homme. Non. Non, mais c'est vrai que nous, par contre, on a tendance à être passionnés de voitures de sport et de véritable conduite, non, mais il a raison. De pilotage. Donc, c'est sûr que ça n'aura pas du tout le même ressenti. Mais effectivement, l'univers du SUV me parle peu parce que moi, j'aime pas les autos de compromis en règle générale. À part pour rentrer chez moi et revenir, c'est très cool quand il pleut, il fait froid. Bon, on est dans une voiture polyvalente qui sait tout faire. Mais dès qu'on veut un peu obtenir du plaisir, généralement, on s'emmerde. Et du coup, c'est pour ça que j'aime pas trop les SUV. J'aime bien leur ligne. Effectivement, j'aime bien le look. Effectivement, un Urus, ça a quand même de la gueule, même si c'est pas trop mon truc. Le Puro Sanguet, ils disent que c'est pas un SUV, mais c'est plutôt un SUV. Je trouve que c'est très réussi esthétiquement. Ouais, c'est beau, ça. J'aime bien le DBX 707, j'aime bien le Range Rover SVR, j'aime bien effectivement le G. Le G, je trouve que c'est peut-être un truc différent, et c'est là où j'attendais Pierre, parce que pour moi, c'est un univers particulier. Du coup, ça rentre pas partout, c'est pas sportif. C'est un look de boîte à chaussures, c'est très robuste, quand on claque la porte, il y a un bruit particulier, il y a un univers. C'est assumé en fait. Oui, moi, c'est un pas, univers. Par exemple, quand ils disent le Urus c'est sportif ou le Puro Sanguet c'est une voiture de sport, non, c'est faux, ça, c'est pas du tout la vérité. Il faut juste assumer le domaine dans lequel on est, c'est tout. Ouais, un Puro Sanguet peut-être un peu, mais c'est vrai que quand on prend… C'est un 4x4 sportif, mais c'est un 4x4. Mais quand on prend, je sais pas moi, un Cayenne Turbo S, quand on prend un X5M, les GLS 63, etc. Effectivement, c'est de très bonnes autos qui savent faire plein de choses, mais est-ce qu'on en retire un plaisir de conduite ultime ou une sonorité enivrante ou une relation moteur-boîte de folie? Beaucoup moins que sur des sportifs traditionnels. Et pourquoi? Parce que tout simplement, elles sont très lourdes, elles sont suréquipées, elles sont très maîtrisées. Le centre de gravité est très haut. Centre de gravité très haut. Bref, on ne peut pas lutter contre la nature, c'est de la physique. C'est tout. Donc en fait, à un moment, ils font des miracles électroniquement, c'est sûr. Mais si on pousse les choses à fond et qu'on veut vraiment un truc qui fasse lever les poils, c'est pas sur un SUV qu'il faut aller. Par contre, si on a une seule voiture et qu'on veut en même temps se faire plaisir à sa famille et avoir un certain compromis, évidemment, le SUV, c'est top. Mais c'est du compromis.
Ah, merci à toi qui as posé cette question qui se trouve derrière la caméra. En fait, on a déjà presque répondu. En tout cas, moi, de 2000 à 2010, c'est une Carrera GT, évidemment, tout de suite. Voilà, pour moi, c'est incroyable. Mais attends, il dit polyvalent, le monsieur, non? Il dit polyvalent? Ah non, il dit sportive. Ah. Bon, là, c'est sportif supercar même. Après, sportive, j'ai une deuxième réponse. Sportive de 2000 à 2010, franchement, une Murcielago LP640. Ah oui, putain, boîte méca. Même en boîte robotisée, pour moi, c'est un rêve. Vraiment. Alors moi, je dirais Murcielago SV. Oui, aussi, bien sûr. Putain, on n'en a pas encore eu ici. Ça c'est dommage. Ça, on aimerait. Ça, on aimerait beaucoup. Alors 2000-2010, oui, Carrera GT, Murcielago SV. Il faut en choisir qu'une, merci, c'est toujours très compliqué. Et 2010-2020, GT12. Moi, je dirais 2010-2020. Attends, une 16e, c'est après 2010 ou pas? Non, c'est 2009, une 16e. Ah merde. Je crois les premières. Bah ouais, j'aimais bien 16e quand même. 2009-2010, après c'est en entre-deux. C'est ce Franchement, que je voulais dire. le meilleur truc qui existe dans l'automobile, je pense que c'est exactement entre les deux. Pour moi, je pense que les meilleures caisses de sport qui se sont faites, en tout cas de l'ère moderne, c'est-à-dire généralement moteur Atmo, boîte simple embrayage ou boîte méca, généralement c'est entre, j'adore, on fait des compromis, ils se foutent de notre gueule, mais entre 2005 et 2015, vous pouvez autant avoir une spéciale que vous pouvez avoir une 16e, vous pouvez avoir une GT12, vous pouvez avoir une Zonda, vous pouvez avoir… bref. Oui, on ne répond pas à la question directement. Putain, 2010-2020, on va y arriver. Maintenant, alors attends, 2010-2023, qu'est-ce qui vraiment me fait halluciner dernièrement? Ah, c'est bon, j'ai ma réponse. Vas-y Pierre, je t'en prie, moi je trouve pas. Putain. Même si c'est un peu con et tout ça, moi une SP2 chez Ferrari, moi ça m'a mis vraiment quand c'est sorti, ça m'a mis une claque. Le dessin, tout ça, c'est. Je sais. Voilà, moi SP2, je pense. Moi, ça serait. C'est que des trucs qui coûtent très cher. Putain. Ah, moi, je suis un Suisse, putain, on dirait Théo Franzon, si tu m'écoutes. Je vais donner plusieurs réponses quand même. Je vais dire une Valkyrie. Parce que franchement, une Valkyrie, c'est complètement jobard comme voiture. Ils sont allés au bout du délire. Moteur, une caisse de course sur la route, un bruit débile, on est obligé de mettre un casque. Je trouve ça hallucinant. C'est bien qu'ils fassent encore des trucs comme ça aujourd'hui. Et je trouve qu'ils aient posé ça sur la route aujourd'hui, c'est extraordinaire. C'est dingue d'ailleurs. Et je trouve que alors j'ai jamais essayé, donc c'est compliqué d'en parler. Bon, la gamme Pagani, j'ai essayé. Je trouve que j'aimerais bien une Zonda pour terminer. Gordon Murray a sorti une voiture de folie. Et moi, je trouve qu'il y ait des constructeurs qui arrivent à faire des trucs comme ça de manière indépendante. Nous, on donne quasiment que des hypercars ou des supercars. Bon, voilà, on répond sûrement à côté. Ouais, GT12, alors GT12. GT12, pour le coup, c'est un truc on est 100% d'accord. GT12, c'est sous-coté, c'est inconnu, c'est complètement débile. Si, vous voyez, c'est trop compliqué comme question. 675 LT. Ah oui. C'est génialissime comme voiture. C'est exact. C'est pas cher, c'est série limitée, c'est génial à rouler, c'est quand même polyvalent, c'est quand même moderne. C'est sorti en quoi, 2016? Ça aussi, c'est complètement sous-coté. C'est une vraie série limitée, 500 exemplaires coupés, 500 trop bien. cabriolets. C'est pas très cher. C'est une bonne réponse, ça aussi. C'est pas mal, ça. Ouais. On va rester là-dessus. Bon, Lexus LFA. Ah ouais, vraiment. Lexus LFA et proche de celui d'une Carrera GT aussi, bien sûr. Carrera GT avec un échappement. Le V10, d'une manière générale, toutes les voitures de V10 équipées d'un V10, c'est V10, V12 complètement hors norme. V12 aussi, bien sûr. LFA, Carrera GT, GT12, TDF, GTO, Aventador SV. On s'est pris une énorme claque au volant d'une la SA Aperta aussi. 599 SA Aperta qui n'est autre qu'une GTO décapotable. Non mais oui. Bon voilà, ça c'était une monstrueuse claque parce qu'un V12 cabriolet déjà c'est quand même assez rare. Le meilleur passage 3.2 de ma vie. Voilà. Après tu as encore Lamborghini avec les Murcielago SV ou les Aventador. C'est guttural, c'est une machine, c'est un monstre le truc. Mais bon, c'est vrai que un animal quand on le V10 c'est quand même un cran au-dessus parce qu'en plus c'est un moteur qui est très rare, donc c'est plus fin, je dirais. On a tendance à pas l'entendre souvent, donc c'est un peu une licorne quoi. Le truc quand tu entends un V10 qui hurle, bah voilà, tu peux aller jouer au loto le soir même quoi. C'est quand même vraiment très rare. Pas des masses. Alors pour ça, rendez-vous chez Forever,
honnêtement, c'est eux qui pourront faire le job à notre place. Et puis, on a créé cette société aussi pour ça. Après, si moi, je devais te donner un choix, on en a parlé il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Une Alpine fait très très bien le job, une A116 par exemple. Après, il y a une Yaris GR. Et c'est reparti, on ne s'arrête pas une seule voiture. Non, mais malheureusement, en fait, ça rejoint aussi l'une des précédentes questions qui est du marché. Le marché a considérablement augmenté ces derniers temps et c'est vrai que c'est bien dommage. C'est aussi pour ça qu'on a créé cette deuxième structure, Forever Young. C'est parce que les voitures en dessous de 100 000 euros, malheureusement, ont quand même monté elles aussi. Elles ont été tirées vers le haut. Et résultat, des vraies bonnes sportives à moins de 100 000 euros, c'est de plus en plus rare. Surtout si on ne veut pas aller dans des marques premium, voilà, rester chez Audi avec une TT ou chez BM avec une M3 ou une M4. C'est compliqué d'aller chercher un truc un peu pointu. Ouais. Et alors moi, ma réponse, elle est très commerçante. Mais actuellement, chez Forever Young, on a une 1M. Ah putain, c'est trop bien qui est un T'es un bon commerçant, Pierre. Un vrai. Non, mais en plus, je le pense vraiment. Tu le penses, moi aussi. J'ai toujours aimé cette pièce. Ouais. Je le pense vraiment. Une 1M, c'est rare, c'est limité. Ouais. Malheureusement, elles sont de plus en plus rares à être propres et pas modifiées, pas accidentées, etc. C'est une vraie boîte méca avec un vrai moteur, avec un look bodybuildé comme on en fait très rarement. Putain, il fait l'article, on lui a dit une voiture, ça fait 5 minutes. Non, mais comme Toyota a su faire avec la GR, par exemple, ils ont fait un truc super. Je trouve que c'est heureusement qu'il y a encore des constructeurs qui ont les couilles de sortir des trucs comme ça, un peu débiles. Avec les malus aujourd'hui. Et la preuve qu'il y a encore des débiles passionnés qui en achètent parce que ça a été un succès commercial fulgurant, ce truc. La Yaris GR, c'était n'importe quoi. Ouais. Et tant mieux, ça fait plaisir. Ça marche. Et c'est aussi à cause ou grâce au marché qui a fortement augmenté. Et c'est vrai que quelqu'un qui a 60, 70, 80 000, qui est déjà un beau budget pour acheter une voiture, il y a 10 ans, il avait 50 000 choix. Aujourd'hui, franchement, il n'y en a plus que 15 ou 20 des choix. C'est dur, c'est super dur. Et d'ailleurs, on a cette difficulté nous-mêmes chez Forever quand il s'agit d'acheter une voiture. On se dit, tiens, on a 50, 70, 80 000 euros à mettre dans une voiture. À chaque fois, c'est une tannée pour aller chercher le bon produit qui nous anime nous aussi, parce qu'on aime bien acheter, faire des choix. Moi, je vais donner quelques exemples. Je trouve que R8, V8, boîte méca, c'est top. C'est encore, c'est pas mal. V10, boîte robotisée, première génération, mais bon, c'est un peu moins bien la boîte. Donc voilà, mais c'est pas mal. Vous avez des F-Type R. Je trouve que pour le prix, c'est génial. Un peu surcoté, mais très sympa pour une première sportive. Vous avez des Cayman GTS qui font très bien le job. Et puis après, vous avez toute la gamme de M5, M3, M4, voilà, C63. Il y a quand même pas mal d'autos qui sont cool. Mais effectivement, chez Ferrari, je dirais que par exemple, pour moins de 100 000 euros, et ça devient compliqué, mais trouver une très belle 355, c'est très bien. GTB, on a vendu une 360 boîte méca, mais c'était bien plus que 100 000 euros maintenant. En coupé, ouais. Donc, et c'est vieux pour le coup. Donc voilà. On a vendu là il y a quelques heures une 360 Modena boîte robotisée, mais très très belle, avec un carnet incroyable, 25 000 km, qu'on a vendu 85 000 euros. Et c'est vrai que c'est des voitures qu'on trouvait 20 000 euros moins cher il y a quelques années. Alors c'est toujours en dessous des 100 000, c'est toujours une Ferrari berlinette qui fait un super bruit. Il faut l'acheter en connaissance de cause, les coûts d'entretien sont un petit peu élevés, la boîte est un petit peu ancienne, mais par contre c'est un art de vivre. C'est un ticket d'entrée chez Ferrari qui est génial. Ouais, c'est très bien. Donc il y a encore des choses à faire. Par contre les coûts d'entretien de ces voitures qui sont un peu Youngtimer maintenant sont un peu plus élevés. Mais heureusement, il y a encore quelques constructeurs avec Toyota, avec BM, avec Alpine. C'est remarquable ce qu'ils ont fait. Donc voilà, il y a quand même encore quelques choix. On devait en choisir une, on en a choisi 15, c'est pas grave. Ouais, comme d'hab. Alors, notre sourcing, il est multisource. Il est vaste. Ouais, il est vaste. Déjà, notre clientèle. Je pense que c'est en principal maintenant qu'on a notre clientèle. En fait, la plupart des voitures qui nous reviennent sont des voitures de nos clients. Qu'on a déjà vendues. Qu'on a déjà vendues. On connaît l'historique. Les clients qui viennent nous voir également et qui sont de nouveaux clients qui nous proposent leur voiture et qu'on étudie, qu'on analyse, qu'on vérifie. Et ensuite, on achète pas mal d'autos sur le marché étranger parce que se limiter au marché français, ce serait se limiter à 1/10 de la production européenne, je pense, et encore, ça doit même être moins que ça. Donc du coup, effectivement, nos voisins ont beaucoup plus de voitures que nous et nous, ce qui compte, c'est pas l'origine. C'est pas là où la voiture a été livrée avec son tampon de livraison parce qu'en plus elles sont toutes produites aux mêmes endroits. Nous, ce qui compte, c'est la qualité et la config. Donc en fait, on est capable d'aller chercher une voiture comme là en ce moment, je suis en train de chercher une voiture au Danemark chez Ferrari parce que
il y a la bonne voiture avec les bonnes options et c'est ça qui compte avant tout. Peu importe où est-ce qu'a été livrée cette bagnole. On entend tout le temps, la voiture est française, parce que moi je veux vraiment une voiture française. Mais ça ne veut rien dire une voiture française. Quelle marque sportive aujourd'hui, hormis Alpine, construit ces voitures en France? Absolument aucune. Donc si vous voulez vraiment que des voitures françaises, achetez que des Alpines. Par contre, si effectivement vous voulez une voiture qui par exemple vient de chez Porsche ou de chez Ferrari, ce n'est qu'un tampon de livraison. Et donc effectivement, le tampon de livraison, c'est le concessionnaire qui reçoit la voiture, qui applique un coup de tampon, mais la voiture a été produite au même endroit que les autres. Surtout qu'une voiture, par définition, c'est fait pour se déplacer. Pour voyager. Il nous arrive d'avoir des voitures françaises d'origine qui ont passé la majeure partie de leur vie en Italie, puis parti en Allemagne, puis traversé l'Europe. Elles ont des tampons de plusieurs concessions dans toute l'Europe, puis elles reviennent en France. Et en fait, elles sont certes d'origine France et elles sont à nouveau à vendre en France, mais en fait, elles ont traversé l'Europe. Donc, il n'y a pas de science exacte. Et puis il y a même comment dire, il y a même un petit subterfuge. Vous pouvez commander une voiture en France, être client français, mais demander une livraison chez le constructeur. Et donc, vous avez une voiture française, sauf que sur votre carnet, ça sera marqué voiture allemande parce que vous en avez pris livraison à l'usine, par exemple, à Zuffenhausen ou à Leipzig chez Porsche. Je ne sais plus exactement où c'est. Chez Porsche, quand vous demandez livraison à l'usine, vous payez plus cher. Effectivement, vous avez un petit show à l'usine et tout, c'est super sympa, c'est une expérience. Mais en fait, ils vous tamponnent le carnet de Porsche Allemagne. Et résultat, vous êtes français, c'est une première main française commandée en centre Porsche, mais vous avez un tampon allemand. Et résultat, quand vous voulez la revendre, eh ben, ils pensent qu'elle est allemande. Les gens pensent qu'elle est allemande, mais en même temps, et c'est pas grave, elle est allemande. Elle est allemande. Elle a été fabriquée en Allemagne par des ouvriers allemands qui sont très compétents. Elle a été entretenue en centre Porsche, dans n'importe quel centre Porsche, même je sais pas moi, même en Slovénie. Elle est entretenue chez Porsche dans les standards Porsche. Voilà, il y a la même obligation de qualité. Ce qui compte en fait à la fin, c'est le produit que vous allez acheter. C'est pas sa vie, sa pièce d'identité, j'en sais rien. C'est vraiment ce que vous achetez à l'instant T qui compte. C'est nous, en tout cas, c'est notre priorité. C'est-à-dire que vous achetez une auto qui soit à jour d'entretien, qui soit non accidentée, qui soit effectivement avec un kilométrage qui soit certifié, qui n'ait pas de frais à prévoir et avec une traçabilité. C'est tout ce qui compte. D'ailleurs, en fait. Un exemple concret, quand quelqu'un nous appelle ici sur le standard et nous dit « Bonjour, j'ai telle voiture à vendre », on lui pose généralement une bonne dizaine de premières questions et la question de l'origine de sa voiture arrive en 10e ou 15e question. C'est vraiment d'abord… En fait, on fait plus de la psychologie. Parfois, c'est important. On pose la question parce qu'on sait que ça va rassurer des gens que la voiture soit française. Mais pour nous, en tout cas en tant qu'acheteurs… Il nous est arrivé de recevoir ici des voitures première main françaises. Le client nous la ramène. C'est une véritable poubelle. Elle a eu un choc, elle a eu des problèmes, elle a eu machin. Et parfois, on a des clients qui nous ramènent des voitures. Alors évidemment, je précise, cette voiture ne rentre pas chez nous. Et parfois, on a des clients qui nous ramènent des voitures 7e main d'origine, je ne sais pas moi, République tchèque par exemple. Et la voiture est dans un état absolument incroyable, avec un suivi remarquable et on la revend parfaitement bien. Ouais, et je rebondis sur ce que tu dis Pierre, c'est qu'effectivement souvent on a des voitures, et je donne souvent cet exemple. Parfois on achète une voiture, pendant les 2-3 premières années on la bichonne et puis après pendant 2-3 ans on commence à moins s'en occuper et puis sur les 2-3 dernières années on s'en occupe plus du tout et du coup quand on les récupère, il y a une grosse remise en route, les voitures mécaniquement elles ne sont pas en forme, il y a souvent des frais esthétiques à prévoir et pourtant c'est une première main. Mais par contre quand vous changez de main tous les ans, et qu'elle passe par exemple comme dans des entreprises comme chez nous, chaque année la voiture, et ben, du coup on fait l'état des lieux des frais à prévoir, on fait l'état des lieux mécaniques et on la remet toujours en circulation afin qu'elle soit parfaite. Et donc chaque année la voiture est parfaite, donc du coup on récupère forcément une voiture qui est mieux entretenue en général. Oui, bien sûr, on en fait régulièrement. On essaie de vous montrer des voitures différentes et vous faire découvrir des trucs différents à chaque fois. Donc voilà, tout cela est corrélé à notre turnover. Donc oui, on va en sortir une probablement fin janvier ou courant février. On fera ça en début d'année. On fait généralement ce style de vidéo, on en fait 2-3 dans l'année. Voilà, on a en quelque sorte nos rubriques à nous. Voilà. Ouais, et puis il faut que le stock soit suffisamment renouvelé pour que ça présente aussi de l'intérêt pour les gens qui nous regardent. Pour intéressant et qu'il y ait des choses à découvrir. Ouais, voilà, donc ce sur quoi on veut miser, c'est aussi des essais. Je pense que les essais, c'est sympa. Et puis on voit que ça dure et que les gens s'y intéressent et que derrière ils nous contactent, ils apprennent des choses. Et puis ça reste, puisque nous on fait beaucoup de stories, les gens qui nous regardent le savent. Et du coup, ces stories disparaissent et puis en fait, ça ne s'inscrit pas dans la durée. Effectivement, YouTube est un bon moyen de capter les gens tout le temps
et puis qu'ils soient au courant de notre actualité aussi de manière… D'ailleurs, si vous avez des idées de nouvelles rubriques à nous suggérer, on est preneurs. Non pas qu'on ait énormément de temps pour tourner 50 000 vidéos, mais c'est vrai qu'on a nos rubriques typiques avec les essais, avec les FAQ, avec les tours de stock, etc. Mais peut-être qu'il peut y avoir des idées nouvelles. On est preneurs, on lira les commentaires comme d'habitude. Donc n'hésitez pas. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Bon, ça y est, c'est déjà la fin de cette vidéo FAQ. Voilà, comme d'habitude. Donc merci pour les participations. Déjà, on a reçu énormément de questions. Désolé à ceux à qui on n'a pas répondu. La qualité de cette vidéo dépendra entièrement du montage. Oui, exactement. On espère que vous ne vous ennuyez pas trop à nous écouter. On espère qu'on plein d'inserts et tout, pas trop de sujets. Voilà, ça va être cool. Donc merci de nous suivre, merci pour le visionnage. N'hésitez pas à nous suggérer des idées, comme je le disais là dans la précédente question, à nous dire ce que vous en pensez, à vous abonner. Et puis ce qui est pas mal, c'est que si vous commentez la vidéo et que vous trouvez que peut-être qu'on s'est planté, que vous n'êtes pas d'accord, etc., lors de la prochaine fac, et ben, du coup, on pourra y répondre. Exactement. Et voilà, c'est bien, ça nous permet d'interagir. Peut-être qu'un jour on fera un live aussi sur Insta, et ce qui vous permettra d'avoir un lien direct, évidemment, si vous le souhaitez. Et puis présenter les membres de l'équipe, et puis faire une vidéo de journée type. Et il y a plein de On a plein d'idées déjà, comme quoi. Voilà. Et puis surtout, jouer Noël. On rebondit sur le jeu concours. Ouais, jouer Noël. On est en plein jeu concours. Allez sur Instagram. Pour Noël, on fait un jeu concours en collaboration avec Clips. Putain, j'arrive pas à le dire. Putain, il t'a deux doigts, on a répété pourtant. Je suis nul. Mais Clips, voilà. À vous de jouer. Donc, il y a une très très belle enceinte McLaren, collab McLaren aussi. D'une valeur de 1 999 €, ce n'est pas un prix commercial. Et il y a aussi, attention, là c'est pas une blague, il y a un petit tour en McLaren 765 LT Spider avec nous. Décapoté sous la pluie. Décapoté sous la pluie, voilà, en trophée OR, voilà. Donc, tranquille. Donc à 30 km/h tout simplement. Voilà, en première. À gagner. Effectivement, et puis voilà, ça vous donnera l'occasion je pense, de venir faire un petit tour dans le showroom, c'est toujours agréable et on se rend compte en vrai, c'est assez impressionnant. Donc à vous de jouer, et puis effectivement, bonne fête de fin d'année, merci de nous suivre quotidiennement, c'est génial. Profitez-en sur votre canapé, là, à côté de la cheminée, les pieds au chaud. Là, à côté de votre sapin, comme nous aujourd'hui. Voilà. Exactement. Joliment décoré, avec des boules moteur essence, oui, il y en a. Et puis il est toujours temps de mettre une voiture sous le sapin, alors je ne sais pas quand sortira cette vidéo, mais voilà, on a pas mal d'autos à vendre et on est prêt à en découdre et on reste ouvert effectivement entre Noël et jour de l'an. Il y aura juste un samedi où on sera fermé. On peut livrer le 24, n'hésitez pas, vraiment, on est là. Pierre est à votre disposition toute l'année d'ailleurs. Ouais, jusqu'à 19h. J'espère que sa femme ne regardera pas cette vidéo. Merci à tous. Allez, à bientôt. À bientôt, ciao.